Alors, me revoilà assez vite donc pour quatrième live Krav Maga Traveling. Donc le premier live qu'on avait, c'était les meilleures lectures de self-défense, Krav Maga et self-défense. Le deuxième live, c'était couteau, légendes urbaines, réalité et self-défense. Et troisième live, c'était notamment sur les outils de défense qu'on pouvait utiliser en combinaison du Krav Maga. Donc n'hésitez pas à revoir ces lives-là. Ils sont sur la chaîne, si vous cherchez un petit peu, sur la page Facebook. Et ils sont également sur la chaîne YouTube, ouais, en position confinée, ouais, complètement. Ouais. Position du cafard phytoxié, comme dirait Samuel. Ok, alors, premièrement, le secourisme, à mon sens, c'est vraiment une des compétences clés que tout le monde devrait avoir. Pour moi, c'est une compétence, on va dire, citoyenne, hein, quelque chose qui devrait être automatique. Alors, je sais que maintenant, apparemment, dans les écoles, ce qu'on m'a dit, c'est que maintenant, c'est obligatoire. Moi, quand j'étais encore à l'école, c'était pas du tout obligatoire. Hein. On avait une formation de secouriste type... à l'époque, c'était AFPS, attestation de formation au premier secours. Maintenant, c'est PSC1, donc prévention, secours civique de niveau 1. À l'époque, moi je sais que c'était non seulement c'était payant, on payait 50 € pour ça à l'école, et sur toute l'école on était quoi? Allez, 8 grand maximum, 8 grand maximum à se former au premier secours. Donc, sur une école complète, c'est autant dire rien du tout. À votre avis, en pourcentage, on va commencer les petits trucs, voilà, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, c'est le but. À votre avis, en France, combien en pourcentage de personnes sont-elles formées au secourisme? Voilà, sur 100 personnes, donc en pourcentage, combien à votre avis de personnes sont formées au secourisme? Ouais, on est en troisième maintenant apparemment, ouais, ça commence à devenir obligatoire, donc depuis le temps que je le disais que ça c'est important. À votre avis, ouais, je vous laisse quelques petites secondes pour répondre, parce qu'on a un petit décalage entre le live et les réponses sur le chat. En pourcentage, en France, combien de pourcents de Français et Françaises sont formés au premier secours? On va voir s'il y en a qui savent un petit peu. Alors quand j'avais fait un sondage moi Instagram, j'avais vu que la plupart des pratiquants de self, notamment de Krav, sont formés. C'est très bien. David, moins de 10%, Ganel, 6%. J'attends encore un tout petit peu. 5%. 25%, 7%. Ok, alors en fait, en France, 20%. 20% sont formés au premier secours. Donc 20% sont formés au premier secours. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont recyclés, hein. C'est-à-dire qu'ils ont suivi une formation à un moment donné. Salut Vincent, salut Guillaume. Donc voilà, on est sur du 20%. On est sur du 20%, et contrairement, par exemple, aux pays scandinaves, ou alors même plus à côté, à nos voisins allemands, les Allemands, ils sont formés, eux, à 80%. 80%, donc voilà, nous on est quand même bien en dessous. Hein. Donc voilà, le secourisme à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose de très ancré dans la culture française. Voilà, on voit que 20% des personnes, bon, c'est compliqué. Et voilà, donc si vous voulez vous former, c'est le but de ce live là, hein, c'est vraiment de vous pousser là-dedans, vous former, vous reformer, vous recycler, etc. On le verra tout à l'heure. Vous pouvez voir avec la Croix-Rouge, la protection civile et d'autres organismes, mais principalement Croix-Rouge, protection civile. Moi j'ai été formé plusieurs fois par la Croix-Rouge, ouais c'était la Croix-Rouge moi à chaque fois, ouais. Voilà, donc bon. Ouais, ouais, un cinquième ça va, c'est mieux que rien, mais on peut largement faire mieux, quoi. Moi dans mon optique, tout le monde devrait le faire, quoi. Donc maintenant s'ils le forment aux écoles, c'est quand même très bien. On le verra tout à l'heure d'ailleurs, hein, sur tout ce qui est arrêt cardiaque, si vous n'avez pas de secourisme près de vous, bon, c'est un peu compliqué, ou même encore pire sur des types hémorragiques, on verra tout à l'heure. Les numéros d'urgence, vous les connaissez ou pas? Si je vous dis, on va faire simple, hein. Admettons, vous avez un proche à vous qui se blesse, vous vous blessez, une personne tierce se blesse dans la rue, vous appelez qui? Et me dites pas Darty, hein, s'il vous plaît. Qui est-ce que vous appelez? Quel numéro vous composez en priorité? Pour une personne qui se blesse. Hein. Personne qui se blesse, je sais pas moi, une personne qui est dans la rue, qui vient, elle tombe par terre, le sang commence à couler, trauma crânien, machin, bon, très mauvaise chute. Vous composez quel numéro? Ouais, Pascal, moi aussi, pareil, maintenant c'est PSC1, en effet, ouais, ouais. Quel numéro vous composez? David dit le 112, ouais. 112, ouais, ouais, le 15, d'accord, ouais, ouais, ouais. 18, 112, 18, ouais. Exactement, ouais. Exactement. En fait,
Maintenant, c'est vrai que beaucoup de personnes, notamment beaucoup de formateurs type Croix-Rouge, etc., préconisent le 112. 112, c'est le numéro européen. D'accord. Après, en effet, comme vous dites, il redirige votre appel derrière. Si besoin de la police, si besoin du SAMU. Donc SAMU, service d'assistance médicale d'urgence, d'accord. Donc en général, les gens directement pensent aux pompiers, pensent directement j'appelle le 18. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. De toute façon, si le 18, les pompiers ne peuvent pas venir, ils enverront le SAMU et inversement. Tout est lié. Maintenant, ce qui est préconisé, c'est le 112. Je sais que voilà, ils aimeraient bien supprimer les autres numéros pour faire que le 112, pour simplifier un peu tout ça dans la tête des gens. Mais ouais, en général, les gens pensent au 18. Les gens pensent en général au 18. Les pompiers organisent également le PSC1. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, complètement. Voilà, 17, la police. Est-ce que vous connaissez le 114 ? Est-ce que vous connaissez le numéro 114 ? Ça, c'est plus d'actualité et on le verra tout à l'heure pourquoi. 114, ça vous parle ou pas ? Le numéro d'urgence, le 114. On en parle moins, il est moins connu. Et déjà, je suis content parce que beaucoup de personnes déjà connaissent les numéros d'urgence et il faut savoir que beaucoup de Français et Françaises ne connaissent pas les numéros d'urgence. Hein, on leur demande le 17, non, non, ça c'est la police. Ah bon, voilà. Le 114, ça vous parle ou pas ? Et on verra quand même, c'est très d'actualité le 114 malheureusement. J'attends quelques secondes que ça s'actualise. 114. Oula non. Il est moins connu. Hein. Il est moins connu, j'attends une deuxième réponse. Est-ce que quelqu'un connaît le 114 sans tricher hein. Le 112 est un peu l'équivalent du 112 américain. Ouais, à mon sens, oui, c'est ce que j'avais eu, c'est ce que nous avait dit notamment quand David était là à la formation, à l'information, c'est pas une formation, à l'information. Ouais, complètement, le 112, ouais. Attentat, oui. Ouais. Le 114, en fait, c'est... Enfin, attentat indirectement. C'est-à-dire que le 114, c'est le numéro d'urgence pour les personnes sourdes et muettes. C'est-à-dire que ces personnes-là vont pouvoir envoyer un SMS directement. Oui, c'est ça, ouais, exactement, Antonin. Ils vont pouvoir envoyer un SMS, donc ne pas avoir besoin de parler pour se faire comprendre. Et en cas d'attentat, évidemment, c'est compliqué d'appeler les secours et de parler. Surtout si vous êtes, on reprend le fuir, se cacher, combattre, alerter surtout, hein, il n'y a pas combattre dans les règles gouvernementales, mais voilà. Antonin il a triché. Donc ouais, dans le 114 c'est ça en fait, vous pouvez envoyer un SMS, donc admettons en cas d'attentat, ça permet aux personnes d'envoyer un SMS et qui est relayé au service de secours, donc en mettant votre portable évidemment sur silencieux, hein, ça permet de prévenir, voilà. Donc ça c'est important. J'ai oublié de préciser aussi dans le live, je ne suis pas du tout formateur, hein. Je suis pas formateur, je suis pas agrémenté, assermenté, comme diraient les inconnus, je suis assermenté par l'État, du tout. Moi je suis juste une personne qui s'intéresse aux secouristes, qui s'intéresse un petit peu à tout ça, qui se forme régulièrement, qui se recycle régulièrement. J'ai juste envie de partager avec vous des petites choses que j'ai appris à droite à gauche durant mes formations. Donc voilà, prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant vraiment comme ça, c'est des indications, c'est ma vision du truc, après voilà. C'est vraiment pour vous donner une vision d'ensemble. Ok, à votre avis, on reprend la personne qui fait un trauma crânien en ville. Quel est le temps moyen d'intervention des pompiers? À votre avis, enfin des pompiers ou service de secours. Hein, à partir du moment où vous allez composer votre numéro et que vous allez donner les informations et que vous allez raccrocher, d'ailleurs je rappelle, hein, vous ne raccrochez pas, c'est eux qui vous disent de raccrocher, combien de temps en moyenne il faut à ces personnes pour intervenir? Donc depuis l'appel jusqu'à l'intervention physique, donc les secours prennent le relais. Je le répète encore une fois, le but des formations de premier secours, c'est que vous êtes le premier maillon de la chaîne. C'est pas à vous qui allez faire les soins complets, vous êtes juste là pour faire en sorte que la victime reste en bon état pour arriver sur l'état d'urgence. Alors, 5 minutes dans les 10 minutes en moyenne. Attends une dernière réponse, voire 15 minutes. Alors ça dépend de l'endroit, 4 minutes, moins de 10 minutes. Alors on pourrait croire 15 minutes. Alors en fait, en moyenne les amis, on est sur du 13 minutes. 13 minutes en moyenne. Après, ça peut aller beaucoup plus vite. Admettons, Paris, Marseille, c'est 8 minutes en moyenne. D'accord, ça va plus vite. Ça va plus vite. Par contre, si vous êtes dans certains villages de campagne, où c'est quand même beaucoup plus dur, là c'est du 25 minutes. Ça peut aller du 25 minutes. Donc en moyenne, 13 minutes. En extrême, on a du 8 minutes pour les plus rapides à du 25 minutes pour les plus longs. Donc autant dire que 25 minutes quand ça pisse le sang, c'est compliqué. Même 8 minutes, hein, une hémorragie massive, en quelques minutes, c'est trop tard.
Si on ne fait rien, c'est trop tard. Un arrêt cardiaque, dans les quelques minutes, si on ne fait rien, c'est trop tard. D'où encore l'intérêt, ici dans l'introduction, de venir sur ça, de l'intérêt de ça. Donc je disais, entre 13 minutes de moyenne, 15 minutes, enfin 8 minutes entre, admettons, Paris-Marseille, 25 minutes t'es mort. Bah ouais, c'est un peu ça. Ça dépend ce que tu as, mais ouais. 25 minutes pour certains villages. Et encore pire, en forêt. Imaginez, vous êtes en forêt, et ça on va le voir juste après, ça m'est arrivé récemment, d'où d'ailleurs ce live aussi. Vous êtes en forêt, en bivouac, en forêt, tranquillement. Il fait nuit, vous captez rien parce que votre portable ne capte pas dans la forêt. Vous avez du mal à voir où vous en êtes. En forêt, c'est hyper compliqué, quoi. Vous pouvez même pas vous géolocaliser. Donc ça devient très très compliqué. Donc là, c'est même plus 20 minutes, c'est une demi-heure, une heure, le temps que vous puissiez sortir de la forêt, appeler, qui vous retrouve, etc. Ça va, c'est long, quoi. Pareil en forêt ou même en montagne. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ok, on va passer maintenant, l'introduction est terminée, vraiment, on va passer au retour d'expérience. On va parler un petit peu de secourisme grosso modo, et après on passera vraiment à la réalité de terrain, les décès qui dit évitables, comment on peut les éviter, sans rentrer dans la technique, et après on passera vraiment partie matériel trauma kit. Donc retour d'expérience. Je vais vous parler de mes petites expériences et n'hésitez pas dans les commentaires déjà à commencer à écrire si vous avez déjà dû secourir quelqu'un ou vous-même, une personne de votre famille, un truc qui vous a marqué. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Vous faites un petit texte court, mais n'hésitez pas à m'expliquer ce qui vous est arrivé. Bon, Antonin, tu le connais parce qu'on était ensemble la dernière fois que c'est arrivé. Mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire parvenir vos expériences de secourisme. Alors moi, vous savez que j'ai forgé récemment un couteau. Que voici, d'accord, hein, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mon couteau que j'ai forgé, d'accord. Je suis parti le forger avec un très bon forgeron, Paolo Simoich. Donc, Paolo, si tu vois la vidéo, vous pouvez retrouver cette vidéo là sur YouTube, donc voilà. Salut Détrude, oh, t'en fais pas, t'as pas encore loupé grand chose, de toute façon tu pourras voir le live en rediffusion. Donc ça c'est le couteau que j'ai forgé, et voilà, règle de survie, entre guillemets, 3 secondes sans attention, ça peut vous coûter la vie. Bah moi, ça m'a coûté 4 points de suture. Ça se voit pas trop là, ici, mais je me suis entaillé profondément le doigt avec ce beau couteau. Je sais même pas exactement comment. Mon doigt a dû ripper quand j'ai tiré sur l'étui. Je l'ai modifié maintenant, ce qui fait qu'il est beaucoup plus souple, mais avant, il fallait tirer comme un barbare dessus. Et donc, il est arrivé ce qui est arrivé. Je me suis... salut Jérôme. Oui, une rediffusion sera disponible, ouais, complètement, t'en fais pas, elle sera sur YouTube, sur ma chaîne YouTube et sur Facebook directement, donc t'en fais pas, tu ne louperas rien. Donc je me suis entaillé, 4 points de suture en pleine forêt, la nuit, donc mon portable ne captait pas, je ne savais pas vraiment, je pouvais pas me géolocaliser. J'étais à une demi-heure de marche, alors qu'on avait prévenu, j'étais à une demi-heure de marche de ma voiture, donc là c'est compliqué quoi. Là c'est compliqué. Bon, c'est pas vital, hein. 4 points de suture, j'allais pas en mourir. Par contre, le sang commençait à pisser, ça a commencé à pisser le sang assez abondamment. Voilà, c'était pas une situation des plus agréables. Donc pour la petite anecdote, heureusement, j'avais du matériel que je vous montrerai tout à l'heure, hein, du matériel spécifique, justement, dans mon sac à dos, qui m'a permis de faire face à dans les quelques premières minutes. Suite à ça, j'ai réussi à sortir de la forêt. On a appelé le service des secours, on a appelé le 112. Le 112 m'a demandé comment j'ai jamais fait ça, est-ce que ça pisse le sang, etc. Non, pas trop. Ils m'ont dit que valait mieux que j'appelle la clinique de la main, parce que ça pouvait être très dangereux si un tendon ou un nerf était touché. Déjà, tu commences à baliser. J'appelle la clinique de la main qui me dit: est-ce que vous avez stoppé l'hémorragie? Oui, j'ai stoppé l'hémorragie. Bon, très bien. Rendez-vous demain matin, ça sert à rien que vous venez maintenant. Ok, donc rendez-vous demain à 6h du matin avec le doigt en mode j'ai un bandage énorme, donc E.T. téléphone urgence. et voilà, donc compliqué, mais bon, voilà, j'avais les compétences pour faire face. Heureusement, j'étais bien content d'être formé et d'avoir un peu de matos, donc on en revient là-dessus. Et donc le lendemain matin, 6h du matin, merci à la clinique de la main qui a fait un super boulot. Heureusement, rien d'important de toucher, que la pulpe du doigt. Bien entaillé, mais bon, plus de peur que de mal. Voilà. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Salut Florian, ça va bien? Flo, donc pareil, hein, bon secouriste dans l'âme. Intervenu sur un arrêt cardiaque d'un collègue avec l'aide d'un médecin du SAMU au téléphone. Bravo Vincent, bravo. Ça c'est un truc qui m'est jamais arrivé et ça va être un truc pourtant des plus emblématiques du secourisme, et ça va être bizarre parce que vraiment
de faire un massage cardiaque quand on voit la pression qu'il faut mettre sur les côtes, de peur de péter les côtes. Bon, après, ça c'est un autre débat, mais j'ai voulu péter les côtes que de rien faire. Compliqué le massage cardiaque. Et en effet, ouais, le SAMU reste avec vous au téléphone pour vous assister le temps qu'ils arrivent. Est-ce que Vincent, t'as pu sauver la personne ou pas? Ou est-ce que c'est confidentiel? Enfin, si tu peux en parler, voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour là-dessus. Si vous autres, vous avez d'autres retours, n'hésitez pas. Moi, pareil. Donc Antonin, t'étais là, hein, je chute d'une personne à Tours. Ouais, faut pas être hématophobique, ouais, c'est clair. Ouais. Donc, comme dans le film, c'est zut. Kingsman, le mec quand il voit son propre sang, il se met à vomir et à tomber dans les pommes. Donc ouais, Antonin et moi, on était au bar avant le confinement, à la bonne époque du bar. On était au bar à Tours et on voit une personne titubée, un peu bizarre, donc sûrement alcoolisée et sûrement très droguée d'ailleurs. Et elle est tombée, mais pas un, deux, c'est vraiment pack. Elle est tombée, mais d'un coup. Oui, bon bah super, en tout cas victime sauvée, donc bravo Vincent, encore un super exemple de secourisme. Donc la victime s'est éclatée la tronche par terre, et là directement, voilà, je suis parti sur les lieux, Antonin m'a suivi, donc on était tous les deux partis pour aider la personne, et là, heureusement pour elle, je vous la fais courte, il n'y a pas eu trop de dégâts, elle n'a pas eu de commotion cérébrale, pas de saignement, elle a perdu conscience pendant quelques secondes, mais elle a repris vite conscience, donc je sais pas comment, voilà, peut-être l'alcool qui l'a rendu molle, ce qui fait que ça a amorti le truc, je sais pas, mais plus de peur que de mal, mais par contre, on a vu beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, les badauds, hein, qui venaient s'agglutiner, qui voulaient toucher, qui voulaient prendre des photos, qui voulaient filmer, bref, le fameux truc, on filme les accidents, et beaucoup de mauvais conseils, hein. Il y a des personnes qui nous disaient, faut lui surélever les jambes, faut faire ci, faut faire ça. Quand une personne, on ne sait pas si elle a un trauma crânien, les cervicales touchées, si on ne sait pas si elle a le bassin fracturé, n'allez pas lui surélever les jambes, c'est une connerie quoi. Donc voilà. Donc on a chargé une troisième personne de repousser les badauds, et ce qui fait qu'on a pu intervenir. Au final, ça s'est très bien passé, quelqu'un a appelé le 112, et au final, la personne s'est enfuie, parce qu'elle était sûrement très alcoolisée, très bourrée, et très droguée. Elle s'est enfuie avant même que les services de secours ne reviennent. Donc voilà, on ne peut pas garder quelqu'un contre son gré, donc voilà, petite anecdote. Je suis aussi intervenu moi sur une personne de ma famille qui a fait un trauma crânien dans un escalier avec saignement, etc. Et là, je voulais vous en parler parce que c'est très différent. Je veux dire, quand la personne avec Antonin est tombée, on la connaît pas, donc on intervient ni une ni deux, boum boum boum, c'est gestes mécaniques, ça passe très bien. Par contre, quand c'est une personne de votre famille, et ça même les pompiers peuvent en attester, ça change la donne. Ça change la donne parce que là, clairement, le monde s'effondre devant vous. Vous ne savez pas si la personne ne réagit plus, on se demande si elle n'est pas décédée. Là, il y a un gros coup de pression. C'est simple, j'avais vraiment du mal à me souvenir même du numéro d'urgence. Ça a duré 5 secondes, mais pendant 5 secondes, c'est le flou total. Et là, pouf, merde. Alors on se fout des claques et puis on reprend le protocole le protocole qu'on connaît et ça passe. Et ça s'est très bien passé, la personne maintenant va très très bien, non, mais compliqué quoi, très compliqué. Je me suis aussi pété le poignet il y a quelques temps dehors, et à part des badauds, c'est moi qui ai dû appeler moi-même les services de secours. Voilà, il y a une personne qui hurlait, il a la rate explosée. Bon, j'avais l'arcade explosé, le poignet explosé, mais voilà, comme quoi, méfiez-vous des badauds et de leurs conseils quoi. Difficile pour les proches, oui, complètement, ouais, très très difficile. David, geste de premier secours en vacances, ma copine a été piquée par une guêpe, briquet à approcher de la piqûre. Ouais, ça tu peux, il y a des venins qui sont thermolabiles et que tu peux neutraliser, ouais. Venin qui est thermolabile, ouais, exactement, voilà. PLS, car perte de connaissance, ouais, vérifier la conscience et puis mettre en PLS pour garder tout ça. Passage d'urgence, 16 heures attendre dans un couloir, ouais, compliqué, ouais. Compliqué, ouais. Ouais, en cas d'allergie, vous pouvez faire un choc anaphylactique, et là, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Car rappelle la fameuse histoire, pompier, racontée de Paturel au stage. Ouais. Rapidement, Robert Paturel, donc un formateur du RAID, etc., nous expliquait que il connaissait un ami à lui, pompier. Le mec peut intervenir sur des mecs en Sharpie, en puzzle 200 pièces dans une voiture, il les extrait de leur bagnole, les mecs, il n'y a plus grand chose à récupérer, mais pour lui, ça pose pas de problème, c'est le boulot. Par contre, quand il coince lui-même le doigt de sa fille dans une portière, là, il sait plus quoi faire, il sait plus s'il faut tirer, pousser la portière, il sait plus comment faire avec la portière, et là, il blocage mental, et c'est ses collègues pompiers qui ont dû désincarcérer sa propre fille de la voiture, parce que choc émotionnel. Voilà, c'est la même procédure, mais par contre, quand c'est votre famille, là, ça tape dur, quoi. Voilà.
N'hésitez pas à commenter si vous avez encore d'autres commentaires là-dessus, hein, mais voilà. Voilà ce que je vais vous dire un petit peu, quoi. Alors, on va parler du triangle de l'efficacité. Le triangle, moi, il y a le savoir, donc ce que vous savez, vos connaissances, hein, je sais faire masser, je sais machin. Votre savoir-faire, alors le savoir-faire c'est plus, enfin le savoir c'est vraiment, je l'ai lu, je vois à peu près comment faire. Le savoir-faire c'est vous l'avez formé, vous l'avez drillé, vous avez essayé, vous savez comment faire, vous êtes formé, reformé, etc. Et enfin l'équipement. Voilà, d'accord, savoir, savoir-faire, équipement. L'équipement, c'est ce qui vient vraiment en dernier. Hein. Je crois que c'est David Manis qui dit l'équipement, c'est le prolongement de notre compétence, mais également de notre incompétence. On va le voir dans la partie équipement. Ça sert à rien d'avoir de l'équipement faramineux, d'avoir des, on le verra tout à l'heure, mais des pansements israéliens si on ne sait pas s'en servir. Ça sert à rien de se dire ah moi j'ai des pansements israéliens dans ma voiture, c'est tactical, c'est super bien, mais je suis pas foutu de l'utiliser. Mieux vaut utiliser une écharpe ou un t-shirt en compression manuelle et de bien le faire que d'utiliser un truc de l'armée israélienne ou américaine ou peu importe et ne pas savoir le faire. Voilà. Antonin, intervenu sur un jogger qui a fait un malaise un matin à Paris. Pas perdu connaissance longtemps, reste avec lui jusqu'à l'arrivée des pompiers. Ouais, malaise, c'est commun. Hein, surveiller la victime et attendre que les secours arrivent, quoi. Ok. On passe sur la partie un peu moins sympa. Enfin, moins sympa, ça dépend, mais réalité. Donc voilà, zone hostile et zone civile. Tout ce qui est des décès évitables. On va parler de décès évitables. Dans le sens, à contrario, de décès inévitables. Pour faire simple, en cas d'attentat à la bombe, ou même un motard qui va glisser, et vous savez les petits piquets là sur leur route, moi qui suis motard et d'autres le sont aussi sûrement dans le chat, on appelle ça les guillotines, c'est-à-dire que si le motard passe et qu'il prend le petit piquet, la tête saute, et voilà, ça sert à rien de faire un massage cardiaque sur un mec qui a plus de tête. J'enfonce des portes, hein, mais... Voilà, il y a des décès qui sont évitables, des décès qui sont malheureusement inévitables. Alors, il y a une étude de l'armée américaine suite à la guerre du Vietnam qui montre que dans tous les décès qu'ils ont eu dans leurs soldats, 15%, donc 15% des décès étaient évitables. Étaient soignables rapidement sur le terrain, enfin, on pouvait faire en sorte que ces personnes ne meurent pas. Donc 15% sur le reste étaient des décès évitables. Les trois principales causes des décès évitables, donc des urgences vitales, de ce qui tue dans les premières minutes, c'était premièrement à 61%, donc des 15%, on remet ça sur 100%, 61% hémorragie massive des extrémités, d'accord? Pas ces extrémités-là, ça compte pas. Hein. Donc extrémité massive, donc admettons, perte d'une main, d'un bras, d'un pied, d'une jambe, une mine, etc. Voilà, 61% des décès évitables, c'est une hémorragie massive, donc un saignement très très abondant, voilà, qui peut être traité rapidement, qui s'il n'est pas traité, entraîne le décès. 30%. 30% c'est un pneumothorax sous tension. Pneumothorax, pour faire rapide, votre poumon il est englobé d'une cavité avec deux petites couches. Admettons que vous prenez un ballon de baudruche, vous mettez votre poing dedans, ça va créer une sorte de double paroi, et la paroi, quand vous allez retirer votre poing, la paroi va s'étendre, et quand vous allez foncer, va faire ça se rétracte. Donc le poumon c'est pareil, il gonfle à l'intérieur, et la paroi ici, ce qu'on appelle la cavité pleurale. Si vous prenez, admettons, un coup de couteau, donc le poumon sera perforé, la double enveloppe sera perforée, et on appelle ça un pneumothorax, c'est-à-dire que l'air compris dans vos poumons quand vous allez respirer, l'air va fuir un peu du poumon, va rentrer dans la cavité pleurale, ce qui fait que la cavité pleurale va grossir, comprimer le poumon, donc le poumon sera plus ratatiné, aura moins de place pour se gonfler et se rétracter, et donc vous allez avoir des problèmes de respiration. Ça c'est un pneumothorax. Et un pneumothorax sous tension, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'air qui rentre que le poumon, lui, est complètement comprimé. La cavité pleurale va appuyer sur les vaisseaux, donc pousser le poumon au niveau du thorax, ce qui fait que ça va appuyer sur notamment le cœur et les vaisseaux sanguins, et là, ça devient très très compliqué. Donc ça c'est un pneumothorax sous tension, d'accord, de l'air qui appuie sur le poumon, qui crée des difficultés respiratoires et autres. Donc ça, 30% de décès évitables. Et enfin, les 9% qui restent, obstruction des voies aériennes supérieures. Donc du vomi, de la terre, des morceaux de chair quand ça explose, etc. Voilà, donc on peut éviter des décès par hémorragie massive, pneumothorax sous tension et obstruction des voies aériennes. En théâtre de guerre, je parle. Je parle pas de arrêt cardiaque et on vient faire un massage cardiaque parce que clairement sur des gens qui ont eu des plaies traumatiques, donc des blasts, des balles, des trucs vraiment assez forts, si ça entraîne un arrêt cardiaque, ça a été prouvé qu'il y a à peine 2% de chance de sauver la victime.
Donc dans un contexte civil, c'est jouable, enfin c'est jouable, on peut essayer. Dans un contexte militaire où les mecs se font tirer dessus, bon, voilà, ils comptent pas la chose. Faut savoir que 95% des personnes qui sont victimes de plaies pénétrantes, de plaies vraiment brutales, des plaies traumatiques, restent conscientes, du début jusqu'à la fin. Donc en gros, une victime d'une attaque au couteau, par exemple, attaque au couteau ou autre, il y a 80% de possibilité qu'elle reste éveillée, enfin, qu'elle reste consciente jusqu'à ce qu'elle soit soignée ou jusqu'à ce qu'elle soit malheureusement décédée, quoi. Ok, voilà. Voilà. Bon, ça c'est on parle du terroriste, donc voilà. Alors, suite à ça, en fait, l'armée américaine, ils ont développé ce qu'on appelle un protocole dit protocole Marsh. Un pneumothorax n'arrive pas en 13 minutes d'intervention civile. Ouais, en pneumothorax, ça c'est vraiment, ouais, c'est pour les militaires. C'est complètement en effet, ouais. Le pneumothorax, c'est vraiment sur un contexte militaire dégradé où les secours vont pas arriver très vite. Après, admettons, il y a une prise d'otage, quelqu'un qui prend un coup de couteau ou n'importe quoi, et que l'intervention des services de secours vont être retardées à cause du fait qu'il y a une prise d'otage par exemple, là ça peut être utile de traiter un pneumothorax. En effet, hein, pour une plaie thoracique, la Croix-Rouge, j'en ai reparlé d'ailleurs récemment, préconise de simplement mettre en position confortable pour le demi-assise pour le torse, une plaie thoracique, et de ne rien mettre. Pas de pansement 3 côtés, pas de rien faire, de rien toucher. Parce qu'ils ont dit qu'il y a plus de conneries de fait qu'autre chose. Donc voilà, tout ce qui est pansement thoracique, pansement occlusif, c'est en effet beaucoup plus pour les contextes type militaire ou vraiment des contextes très très dégradés, quoi. Après c'est bon de le savoir, mais voilà. C'est beaucoup plus typé secours au combat. Donc on a le protocole Marsh. Protocole Marsh, chaque lettre correspond à une action. Moi je trouve ça super bien parce que ça permet de savoir exactement quoi faire, dans quel ordre. Le M du protocole Marsh, c'est premier, c'est massive hemorrhage, hémorragie massive. La première chose à contrôler sur une personne, c'est s'il a oui ou non une hémorragie massive. Si vous arrivez que ça saigne et vous demandez c'est une hémorragie massive ou pas, c'est que c'en est pas une. Parce que c'est tellement abondant que voilà, il n'y a pas de question à se poser. Donc première chose à faire, c'est traiter l'hémorragie massive, et on le verra juste après avec quoi. On va poser ici un garrot. Un garrot si la zone est garrottable, donc les 4 membres. Si c'est pas garrottable, on va faire du méchage, c'est-à-dire qu'on va bourrer la plaie, hein, on va remplacer la viande qui manque par de la gaz et venir comprimer la plaie. Donc admettons au niveau des carotides, au niveau de la fémorale, au niveau de l'aisselle, vous n'allez pas pouvoir garrotter ici, vous n'allez pas pouvoir garrotter ici. Sinon ça c'est 50 nuances degrés, à partir de 5 tours c'est de la strangulation érotique. Voilà, donc ça c'est encore autre chose. Donc voilà, le M, hémorragie massive. Moi, ce qui peut être utile d'un civil, c'est le M du March. Ouais, massive bleeding, c'est ça, ouais. Un tourniquet 4 ou hémostatic dressing type Celox. Complètement, ouais. Exactement, David. On va le voir juste après, d'ailleurs, dans le trauma kit, ouais. Je les ai ici, d'ailleurs, mais le Celox, etc., je les ai ici, ouais. Le A, R, est-ce que le blessé respire? Clairement, si un blessé crie, se plaint, vous insulte, ou alors parle, c'est qu'il respire. Donc déjà, ça va bien. Si le blessé est inconscient, vérifiez qu'il respire. On vérifie, on dégage les voies aériennes supérieures, on vérifie qu'il respire. S'il respire, on met en PLS. S'il respire pas, on passe en RCP, etc., etc. Bon, ça, je sais pas. Il n'y a pas besoin de. Le but, c'est pas de faire un cours là-dessus. Donc voilà. Est-ce qu'il respire? Oui ou non? Ensuite, le R, M-A-R, R, respiration. On vérifie qu'il n'y a pas de plaie au niveau du thorax. On vérifie ici, on vérifie les côtés, on vérifie le dos. Est-ce qu'il n'y a pas un trou? Dans un contexte civil où les pompiers vont arriver, les services de secours vont arriver, vous ne faites rien, vous mettez en position. Dans un contexte type militaire, on va utiliser des pansements type occlusif, on va boucher le trou pour éviter un pneumothorax. D'accord? MARC, donc du Marsh, circulation, c'est circulation. On va prendre des gants et on va venir chercher de la tête aux pieds, vraiment en passant de la tête aux pieds, c'est vraiment, on passe indirectement. Vérifier qu'il n'y a pas de sang, on vérifie tous les saignements qui sont moins massifs, d'accord, des saignements voilà, dus à d'autres plaies, mettons par exemple, et qu'on va traiter différemment, avec des types compressifs, etc. Là on ne traite pas de l'hémorragie c'est en premier, d'accord. Donc circulation, c'est de la plomberie. On regarde là où ça fuit et on check aussi si on trouve pas autre chose. Des brûlures, des fractures, des corps étrangers, etc. etc., etc. H, hypothermie. Hypothermie, on contrôle systématiquement, on couvre systématiquement une victime. Même si c'est le mec qui est au fin fond du désert, il fait 50 degrés, au fin fond de l'Espagne, à Badajoz c'est en été, il fait 50 degrés, on couvre la victime. Une victime qui a froid coagule mal, une victime qui a très froid ne coagule plus.
Donc, si aussi on va foutre la victime en papillote, ou alors en sushi, c'est les makis, là, les sushis noirs, là, on prend on verra tout à l'heure, mais on prend une couverture de survie, et on va enrober, en mettant une sorte de capuche de couverture de survie, en la pliant d'une certaine manière, ici, mettre la couverture de survie à même la peau, sous les vêtements, hein, on ne retire pas les vêtements, pour s'assurer que la victime garde bien ses calories, donc garde bien sa température. Il faut savoir que la couverture de survie ne réchauffe pas. La couverture de survie permet d'éviter une perte thermique à 90%. Elle renvoie 90% de la chaleur du corps, mais elle ne permet pas de réchauffer. Elle permet d'éviter de se refroidir, c'est pas pareil. Il y a des couvertures de survie qui sont beaucoup plus performantes que celle-ci, là, notamment la couverture Blizzard qui est plus grosse et qui est, je crois, un rendement 10 fois supérieur. Bon, après, c'est encore autre chose. MARCHE, donc le E, c'est le fameux et tout le reste, quoi. C'est, on regarde tout le reste, on traite tout le reste, les plaies, les fractures, les brûlures, etc., etc. Bon, après, dans un contexte hors attentat, un contexte plus civil, déjà, si vous arrivez à contrôler un arrêt cardiaque, si vous arrivez à contrôler une hémorragie massive et de maintenir la victime au chaud et de la rassurer, ce sera déjà formidable, quoi. Ok, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou sinon on passe directement à la partie matériel trauma kit. Est-ce que c'est clair? Là on est à une demi-heure de temps, donc c'est parfait. Je vais acheter un peu vite là, pour éviter de perdre trop de temps là-dessus, mais est-ce que c'est clair ou pas? Et c'est pas si vous avez des questions ou autres, hein, mais... Donc, les trauma kits. J'avais fait une vidéo YouTube, n'hésitez pas à retourner la voir sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne Krav Maga Traveling. Qu'est-ce qu'un trauma kit? Alors, un trauma kit, c'est... Alors, je lis mon truc, mais c'est un outil spécialisé et minimaliste dont le but est de prendre en charge rapidement des menaces vitales graves, d'accord? C'est pas fait pour faire de la bobologie, d'accord? Le but, c'est d'assurer que la victime se porte bien, ne décède pas, jusqu'à l'arrivée, la prise de relais des secours. Voilà. Donc il est minimal, et il est important que le matos soit connu, soit drillé dans le sens, il faut vraiment savoir le maîtriser, hein, et il doit être spécifique à la personne et à l'environnement. Si vous êtes allergique à quelque chose, par exemple, vous aurez des choses différentes dans votre trauma kit. Si vous êtes plusieurs, il faudra peut-être penser à mettre plusieurs couvertures de survie, par exemple. Si vous allez en forêt, il faudra peut-être penser à d'autres matériels que si vous êtes juste dans la rue, etc. La PS à limite pour le A et le R. Le CH ne tueront pas la personne avant l'arrivée de l'ambulance. Non, en effet, hein, c'est clair, hein, si vous traitez pas une coupure, moi si je suis dans la rue, je me coupe et j'appelle les secours, je vais pas perdre non plus tout mon sens, ça c'est clair. Hein. L'hypothermie non plus. Après, c'est bien de pouvoir couvrir la victime, c'est mieux, hein, c'est toujours mieux. Voilà, qui peut le plus peut le moins, mais c'est pas en effet vital, hein. Clairement le vital c'est vérifier qu'il n'y a pas tout de coincé dans la gorge, hein. Mettons la victime s'étouffe, mettez liche, et l'hémorragie massive, ça c'est clair, hein. De toute façon, protocole marche, les premières lettres sont les plus importantes, les dernières lettres les moins importantes pour une prise en charge. Complètement, ouais. Ouais, merci David de tes interventions, hein, super intéressant. Comment s'entraîner à utiliser un trauma kit, un drill? Alors ça on va le voir justement, ouais. On va le voir justement juste après. Donc ouais, trauma kit. Pourquoi un trauma kit? Si je reprends ce que disait Guillaume dans Protégor, hein, n'hésitez pas à lire son bouquin et à aller voir l'interview que j'en ai fait avec lui. Les 3 A, attentat, agression, accident. Voilà pourquoi avoir un trauma kit voilà, sur soi, dans son sac à dos, dans sa veste, dans son manteau, dans sa voiture, à la maison, dans sa valise. Enfin moi j'en ai quasiment 4 ou 5. Voilà. Un trauma kit ça ressemble à ça. D'accord? Ça c'est un trauma kit, d'accord? Ça c'est mon trauma kit que j'ai en forêt, d'accord? Ça c'est mon trauma kit que j'ai en voiture, d'accord? Il est un peu plus complet, notamment avec un petit rescue ici, on verra tout à l'heure. Ça c'est le kit de soins, enfin les trauma kit de la maison, d'accord? Et ça c'est voilà, ça c'est un petit réservoir, on en parlera tout à l'heure. Voilà, j'ai un trauma kit à chaque fois prêt, simplement pour ne pas avoir à repenser mes trauma kits, rechanger ce que j'ai dedans, etc. Si je pars en forêt, qu'est-ce que je mets? Voilà, ils sont prêts, ils sont dans mes sacs, ils sont dans ma voiture, j'y pense plus. Voilà, tant mieux s'ils me servent jamais, mais voilà. Dès l'intervention civile, un quart d'heure, militaire, 1 heure, ou la différence? Ouais, complètement, ouais, bah oui, c'est ça. Même on a vu au Bataclan, etc. Le délai d'intervention était énorme parce que forcément, il faut neutraliser pour rester poli, il faut neutraliser les terroristes. Et donc forcément, les victimes pour ce temps-là,
C'est du très compliqué, c'est du dégradé, quoi. Ouais. Le triple A, c'est des jeux vidéo. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, t'as aussi le triple X avec Vin Diesel. Alors, donc, que doit contenir un trauma kit? Alors, premièrement, attention au tactical. Le tactical, c'est les types qui adorent avoir plein de matériel typé militaire, avec le trauma kit couleur militaire, hyper voyant, avec une tête de mort dessus, etc. etc. Faites ce que vous voulez, hein, mais moi je préfère faire du low profil, c'est-à-dire que voilà, ça passe partout, les gens ne se posent pas trop de questions, ils voient ça dans ma voiture, ils savent pas ce que c'est, ils ne posent pas de questions, quoi. Il y a juste ça dessus, hein, voilà, bon, ça dessus, voilà, pour, au cas où les gens savent un peu. Ça c'est du tactical par exemple, j'avais ça à l'époque, mon groupe sanguin, mais clairement, j'en ai parlé avec des secouristes et des responsables de SAMU, ils m'ont dit ça sert strictement à rien de mettre votre groupe sanguin sur un truc civil, simplement parce que le SAMU ou autre vérifieront votre groupe sanguin avant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, et dans tous les cas, ils vérifieront avant. Voilà, ça c'est du tactical, voilà, par exemple, d'accord. Méfiez-vous aussi des trucs hyper techniques, en noir et machin, utilisés par les forces spéciales. Voilà, restez dans un contexte vraiment... faut pas être parano, quoi. Faut pas être parano, faut adapter la gestion des risques, hein. J'étudie les risques, j'évalue le risque et je mets en place des actions correctives, hein. Gestion des risques basiques. Donc je disais tout à l'heure, ouais, en fonction des accompagnants et de la personne et en fonction du lieu, hein, on n'emporte pas la même chose en forêt que dans la ville, etc. En fonction des risques, c'est pareil, si en forêt je vais faire un feu, dans la ville je vais pas m'amuser à faire un feu, quoi. Donc je vais peut-être pas emmener du matériel, par exemple en cas de brûlure, si je vais je sais pas moi, à la plage, par exemple, d'accord. Par contre, j'en aurai peut-être si je vais en forêt. Et enfin, dernièrement, on n'utilisera que le matériel sur lequel on a été formé. S'il vous plaît, n'utilisez que du matériel que vous connaissez, que vous avez été formé à utiliser et que vous utilisez de manière régulière. Alors, on vient sur ta question, hein, Valentin, comment s'entraîner au matériel qu'on a drillé, on y vient. Alors, on y vient juste après cette question-là. Quel est le matériel basique? Si je reprends le protocole marche, la première chose c'est traiter une hémorragie. Donc première chose, on va parler des garrots. D'accord. Donc les garrots, ça a très mauvaise presse. Alors avant, en fait de secours on disait oui il faut le mettre, puis après non il faut plus le mettre, maintenant il faut le remettre à cause des attentats, etc. Un garrot vous le mettez que si c'est vraiment important, on le verra tout à l'heure, si c'est vraiment très important, s'il n'y a pas d'autre choix et si vous savez le faire. D'accord. Donc garrot, plusieurs types de garrots. Ça, alors ça c'est pas un vrai 4, hein. Ça c'est un garrot tourniquet, ça c'est un garrot tourniquet, d'accord. Le principe c'est très simple, on met le garrot ici, on vient serrer, d'accord. Je vais pas m'amuser à me garrotter le bras, mais voilà, le principe est là. On vient serrer à fond, on scratch, d'accord, et on vient ici tourner la barre de pression, le fameux tourniquet, qu'on viendra ici après bloquer, verrouiller et inscrire le temps, d'accord. Et le but, voilà, c'est de stopper totalement le flux sanguin, d'accord. Ça, c'est très utilisé par les forces d'intervention, etc. Ce qu'on appelle un garrot tourniquet, d'accord. La marque, normalement, c'est la marque 4, un garrot 4. Ça, c'est pas... J'ai un garrot 4, mais il n'est pas là, il est dans la voiture. Ça, c'est un garrot d'entraînement. Donc, on arrive sur Valentin, ta question. Ça, c'est un garrot d'entraînement, c'est un Made in Taiwan. Made in Taiwan, hein, méditation, comme disaient les inconnus. Ça, c'est ce que j'utilise pour m'entraîner de temps en temps, à raison de, admettons, une fois tous les 3 mois. J'ai un petit panier d'entraînement, et voilà, je m'entraîne à le poser sur moi, sur le bras, sur la jambe, sur un collègue. Voilà, ça, c'est un garrot tourniquet. Le garrot tourniquet, avantage, c'est que c'est facile à poser même soi-même sur un bras. Inconvénient, et bon c'est un truc inconvénient, mais ça fait extrêmement mal. Celui-là, je le pose pas pour de vrai sur un collègue en entraînement. Je veux dire, je le pose pas et je vérifie pas qu'il y a plus de pouls. Hein. Ça fait très 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 mal. Outil utile en bonne condition physique pour retarder l'état de choc. Les pulsations vont monter en cas de perte de sang. Si je peux courir 45 minutes avec cette pulsation, je pourrais physiquement tenir longtemps avant de sombrer. Ouais. La condition physique, oui, forcément, ouais, c'est sûr. Condition physique, dans tous les cas, si vous êtes en bonne condition physique, c'est sûr que c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est une des règles de base, complètement. Oui. Donc ça, c'est un garrot tourniquet, d'accord. Garrot que moi je préfère, pour un contexte plus civil, voilà, ça, le fameux SWAT-T. Le SWAT-T, alors j'en ai un, ça c'est mon garrot, c'est tout petit, hein.
c'est compressé, c'est sous vide. Ça, c'est ce que j'utiliserais moi si j'ai besoin d'utiliser. C'est un garrot qui est très polyvalent, qu'on a drillé récemment en formation, bah Flotte était là, hein. Ça ressemble à ça. Alors mon garrot d'entraînement il est là. Bleu c'est pour l'entraînement, ça c'est pour la sécurité civile en général, les oranges, et les noirs sont plus pour les forces d'intervention. Ça ressemble à ça, c'est une bande une bande élastique, hein, ni plus ni moins. On peut faire ses musculations avec, hein, accessoirement. Mais ça va se placer sur, admettons, sur un bras, sur une jambe, et plus vous allez étendre la bande, donc si vous utilisez à fond son élasticité, vous allez pouvoir garrotter un membre. Et donc là, ça va vraiment stopper le flux sanguin. Si vous le serrez un peu moins, ça peut simplement permettre de maintenir, admettons, un tissu, une compresse de gaz en place. Donc c'est versatile, enfin c'est polyvalent. Soit ça fait garrot, soit ça fait aussi pansement compressif. D'accord? Donc c'est ça qui est super bien avec ça. Et en plus, ça fait pas, bah, je veux dire, ça fait pas mal. Oui et non, c'est pas agréable, mais c'est pas insupportable du tout à poser. Nous, on l'a posé en formation avec un collègue. Le formateur est passé, a pris notre pouls, il n'y avait plus de pouls, il a dit bon bah c'est bon, le sang ne passe plus, tu peux retirer le garrot. On l'a posé sur nous, sur un collègue, aux bras, aux jambes. Voilà, ça, le SWAT-T, d'accord? Ça vaut environ 20 €, d'accord? Et c'est compressé, c'est tout petit. Et ça, c'est pour l'entraînement. Donc voilà, comment driller? Bah, acheter du matériel d'entraînement, comme ça, et entraînez-vous régulièrement sur vous, sur vos collègues, sur la copine quand elle regarde Netflix par exemple. Voilà, ça peut toujours servir. Le garrot ici est fourni avec un petit bracelet pour mettre le temps de pose du garrot. Vous pouvez aussi prendre le sang de la victime et utiliser sur la joue par exemple, ou le front, hein, voilà. Donc le garrot, petit mot dessus, un garrot mal posé, c'est au mieux un pansage compressé, un bandage compressif, c'est au pire une constriction des veines qui accélère au final le saignement. Donc voilà. Normalement, on dit souvent, oui, un garrot, au bout de combien de temps ça pose problème? Alors, d'après les statistiques, normalement, en dessous de 2 heures, ça pose pas de problème. Après 2 heures, il y a des risques de paralysie, et après, si on attend encore plus longtemps, risque de gangrène et de troubles rénaux. D'accord, dans tous les cas, ne retirez pas le garrot vous-même. Un garrot qui est posé reste posé jusqu'à l'intervention des secours. C'est eux qui enlèveront le garrot, d'accord? Moi, je me suis fait garrotter le bras, d'ailleurs, quand ils m'ont opéré pour le doigt, d'accord? Ils m'ont pris un garrot pneumatique et voilà, ça... Pour l'anecdote. Danger, c'est quand on enlève et si on place mal, compression des nerfs. Voilà, exactement, ouais, complètement, ouais. Donc c'est ça, si vous n'êtes pas formé à utiliser un garrot, bah, ne le faites pas, quoi. Voilà. Après, des fois, il vaut mieux faire quelque chose que de rien faire. Bon, voilà, c'est... Les objets de couleur, ça permet d'identifier quand on manipule du matériel de secours. Oui, complètement. Ouais. Et puis un garrot orange bien flashy, ça permet au service de secours de le voir tout de suite. Bon, ils sont pas cons, mais ça permettra de le voir directement qu'il y a quelque chose sur la victime, quoi. D'accord? Admettons, vous posez un garrot et vous devez partir parce qu'il y a le terroriste qui revient. Vous n'avez pas le temps de rester avec la victime pour dire j'ai posé un garrot. Les secours le verront qu'il y a un garrot. Ok. Ok. Ensuite. Admettons que vous avez une hémorragie qui est moins importante, qui est sur un membre, mais moins importante, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser des types, voilà, il y en a plusieurs ici, hein, des pansements compressifs. Alors ça c'est le fameux pansement compressif israélien, ça c'est un 6 pouces, d'accord, c'est un grand. J'ai un 4 pouces qui est là, d'accord, la différence est là, d'accord, ça tient plus dans une poche. Et ça c'est un bandage, un pansement compressif israélien, un T3, c'est le même principe que ça, mais avec une recharge de gaz en plus. Je vais vous montrer directement. Alors, une fois ouvert, ça donne ça. Ça, c'est un pansement compressif israélien. D'accord? Ça se montre comme ça. D'accord? Voilà. Vous avez un patch ici, d'accord? Pour arrêter, là, c'est directement, vous mettez ça sur la plaie. Ça, c'est une barre de pression, d'accord? Et après, vous allez pouvoir enrouler un tour en dessous, un tour au-dessus, et on roule, on passe la bande sur la barre de pression, on fait un demi-tour en appuyant la barre de pression, et cette barre-là, elle va comprimer au niveau de la plaie. Donc on met la plaie juste en dessous de la barre de pression, et la barre de pression, comme son nom l'indique, va faire pression sur la plaie. C'est pas fait pour faire un garrot, ça c'est fait pour faire qu'on appelle en secourisme un tampon relais, d'accord? Admettons, vous faites une compression manuelle, vous devez utiliser votre main pour faire quelque chose d'autre. Vous placez ça, vous enroulez ça, et ça fait une sorte de gros pansement, d'accord? Ça, c'est typé bandage israélien. Les Américains en ont fait un autre, qui s'appelle le OLAS, ou OLAS. Il est plus épais, le T3. Ouais, le T3, ouais, il est un peu plus épais. C'est compliqué à voir, mais... Ça, c'est un normal, ça, c'est un T3. D'accord? Il est un peu plus épais. D'accord? C'est la même taille, mais plus épais. Donc, ça, c'est le pansement américain, d'accord? Même principe.
On n'a pas de barre de pression cette fois-ci, on a une capsule, d'accord, une capsule de pression qui peut servir aussi apparemment pour protéger un œil, admettons. Celui-ci, même principe, c'est ici, il y a des scratchs, une grosse couche ici pour compresser. À l'intérieur, vous avez également voilà, de la gaze en supplément, d'accord. Admettons, vous avez une blessure qui passe là et qui ressort là, mettez ici, l'autre par-dessus, et vous avez aussi ici un plastique qui permet de, admettons, vous protéger les mains, faire un pansement de 3 côtés, voilà, ce genre de choses. Donc ça, ce pansement-là, c'est vraiment la Rolls-Royce des pansements compressifs. Voilà, c'est utilisé sur le terrain. Donc, voilà, ça c'est du bon gros pansement. Et il y a des scratchs à chaque fois pour éviter que ça ne tombe dans n'importe quoi et que ça se salisse. D'accord. Un pansement israélien, il faut compter, je sais pas moi, environ 6-8 euros. Un pansement américain OLAS, c'est ouais, 10 euros environ. D'accord. Donc ça ressemble à ça, il faut déballer. Une fois gardé compressé, ça ressemble à ça. D'accord. C'est plus gros qu'un israélien. D'accord. Mais voilà, c'est plus polyvalent. Auto-expérience spéciale en cas de blessure par balle sur bras. Un 4, ça peut suffire sur une branche. 9 fois sur 10, il devrait en mettre 2. Ouais, sur les mecs très costauds, etc. Pour venir comprimer la viande, c'est tout de suite plus compliqué, ouais. Tout de suite plus compliqué. Après, apparemment, le SWAT-T a fait ses preuves, quoi. A fait ses preuves. Des formateurs que j'ai vus récemment, voilà, ils joueraient quasiment que par ça, donc bon. Voilà. Après, c'est à vous de tester et de voir ce qui vous convient le mieux, quoi. Ok. On a vu ça. Maintenant, les gaz. Donc, la gaz, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le pansement. La gaz peut être sous différentes formes. On en a ici, là. Marque H et H. Donc là, c'est de la gaz comprimée. D'accord. Notre type de gaz là, avec un dévidoir ici, on peut venir utiliser ça. Donc on peut utiliser ça plus ça par exemple, hein, d'accord. On vient mettre de la gaz sur la plaie et venir par-dessus enrouler avec ça, d'accord. Ça fait un compressif. Que ça fait un garrot, d'accord. Ça plus ça compressif par exemple. Donc la gaz ici. Et ce qui est super bien, et ce qui m'a malheureusement servi en forêt, c'est ça. Alors ça, c'est de la gaz dite hémostatique. C'est de la gaz qui va faire que ça va arrêter le saignement, ça va vous faire coaguler très rapidement. Il faut savoir qu'une gaz normale, donc ça, pour stopper un saignement, il faut en moyenne entre 7 et 10 minutes de compression. D'accord. Entre 7 et 10 minutes de compression. Pour une gaz dite hémostatique, c'est à entre 2 et 5 minutes. D'accord. Moi, clairement, quand je me suis ouvert le doigt, j'ai d'abord pris ça. Ça a commencé à s'imbiber, donc j'ai commencé à me dire merde, ça va pas le faire. Je l'avais pas beaucoup serré aussi, mais bon, en relais j'avais mis ça. Et dès que j'ai mis ça, ça s'est arrêté. Impressionnant. Pourtant c'est tout fin, c'est tout petit. On dirait une petite compresse et ça a suffi à arrêter le saignement. Par contre, le lendemain, quand j'ai retiré aux urgences, ça a repissé le sang. Mais voilà. Donc les gaz, les compresses hémostatiques, genre mèche coagulant. Ouais, complètement, ouais. C'est ça. Un peu comme le coalgang pour ceux qui saignent du nez. Là-dedans. Il y a deux types de coagulants. Il y a soit du kaolin, et c'est ce qu'il y a là-dedans. Le kaolin, c'est une argile, c'est de l'argile blanche qui permet une meilleure coagulation. Et vous avez d'autres produits qui utilisent du chitosane. Le chitosane, c'est une substance produite par un traitement chimique de la chitine ou la chitine, je ne sais pas comment on dit, qui est un composant de l'exosquelette, donc la carapace des crevettes et des autres crustacés, associé à une substance alcaline. Donc voilà, c'est de la chimie, c'est de la gaz qui est imbibée de produits qui permettent d'arrêter les saignements. Par contre, ça vaut, je sais pas moi, 3-4 euros. Ça vaut 20 euros. D'accord. Il y a des choses qui sont beaucoup plus, notamment le Celox, qui est une sorte de grosse compression, donc ça ressemble à ça. C'est une grosse bande énorme imprégnée, et moi je l'ai trouvé à quasiment 100 euros. Donc voilà, la différence de prix est énorme, mais ça fait ses preuves, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut le prix d'un truc quand c'est pour sauver une vie, quoi. Bon. Moi ça m'a très bien servi en forêt, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un trauma kit encore? Des pansements occlusifs. Alors ça c'est très typique militaire quand même, hein. Ça c'est donc tout plat, ça peut se plier d'ailleurs dans mon trauma kit. Moi c'est dans mon trauma kit. Ça c'est en cas de plaie thoracique, c'est vraiment du contexte dégradé là. C'est une feuille qui va venir se coller directement à la peau, d'accord, qui va boucher. C'est uniquement pour boucher. C'est un gros sticker, ce qu'on va mettre devant, derrière. S'il y a les trous sont devant et derrière,
On va demander à la victime d'expirer à fond et on va bloquer, on va boucher ici pour éviter que l'air ne repasse. Donc ça va, pansement occlusif. Ça vaut entre 10 et 20 euros ça. Couverture de survie, hyper important. Couverture de survie. Donc vous savez qu'il y a un côté doré et un côté argenté. On va voir si vous savez, pour garder, donc pour réchauffer entre guillemets, vous avez compris, une victime, de quel côté je la mets? Est-ce que je mets le côté brillant, le côté doré à l'extérieur ou le côté doré à même la peau? Le doré, de quel côté je mets le doré et de quel côté je mets le argenté? On va voir si vous savez. La couverture de survie. De quel côté je mets le doré? Je laisse un peu répondre. Blanc contre la personne. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Côté doré extérieur. Bon bah c'est la même réponse. Formule la manière opposée. Doré extérieur. Ouais, complètement. Le doré à l'extérieur. Moyen mnémotechnique dessus, c'est très simple. Imaginez vous êtes en montagne, il fait blanc partout. Vous avez besoin d'être repéré, et ben vous mettez le côté doré à l'extérieur, ce qui fait qu'on vous voit plus facilement. Donc le côté doré permet de garder votre température. Si on met l'inverse, l'inverse c'est supposé apparemment refroidir un peu. Bon, ça j'ai jamais essayé, mais admettons vous êtes dans un désert, vous êtes trop chaud, vous mettez le côté extérieur, donc vers l'extérieur, le côté argenté. Forcément dans un désert c'est jaune, donc vous avez un côté argenté, ce qui fait qu'on vous voit à l'inverse, d'accord? Petit moyen mnémotechnique, d'accord? On inverse les couleurs pour être plus visible, et voilà, ça permet de marcher très bien. Pas de sens, c'est comme le papier aluminium. Alors je sais pas, on m'a toujours dit qu'il y avait un sens, faut que je vois. Je prends une capture d'écran là-dessus, et je reposerai la question. Mais voilà, on m'a toujours dit le côté doré à l'extérieur. Après, à voir. J'ai toujours eu, les deux fois où j'ai eu à l'utiliser, c'est si t'étais là, c'était côté vers l'extérieur, côté doré vers l'extérieur. À vérifier. Quoi d'autre? En cas de brûlure, donc ça c'est plus pour la forêt. Salut Maxime. En cas de brûlure, on a ça, Burn Shield. Donc le Burn Shield, ça vaut quasiment 10 euros. Ça c'est une sorte de compresse avec un gel dessus, avec de l'arbre à thé apparemment dessus, qui permet de minimiser les dommages de la peau et qui permet de réduire un peu la douleur de la brûlure et protéger aussi la peau après de la brûlure. Voilà, c'est un petit truc à mettre en premier soin si vous brûlez plus ou moins fortement. Voilà. Mettons que vous êtes en forêt, vous brûlez au niveau du feu, voilà, ça pourrait être bien d'appliquer ça, d'accord? Burn Shield. D'accord. Ce que je vous montre, c'est du plus important vers le moins important, d'accord? Protocole marche, encore une fois. Quoi d'autre? Sérum physiologique, pourquoi pas? Ça peut dépendre, hein. Là c'est un peu plus de la bobologie, mais voilà, ça peut servir. Sérum physiologique, ou alors lingette de décontaminant, si vous allez en manifestation par exemple, et ça vous pouvez retrouver ça dans l'interview que j'en ai fait avec Guillaume Morel sur les sprays lacrymogènes. Je commence à avoir une coupe de cheveux que Michael Obadia pourrait m'envier. Ça peut servir, et qui ne colle pas, donc pas d'inquiétude lors de la pause. Oui, complètement, ouais. Complètement, ouais, c'est clair. Hein. On leur dit encore une fois, hein, si en cas de brûlure, vous avez des vêtements à la con en nylon ou je sais pas quoi, bon déjà c'est un peu dommage, qui collent à la peau, n'allez pas retirer les vêtements. Hein. Ça, si ça colle, vous ne retirez pas. Donc sérum physiologique. Quoi d'autre? Pourquoi pas? Alors la bobologie c'est quoi? La bobologie c'est, comment on dit, on appelle bobologie, c'est un terme pour dire c'est plus des petits bobos quoi. Tu te fais une petite brûlure, une petite coupure, des choses qui sont pas graves quoi. Tu vas pas appeler les pompiers pour ça. C'est ça la bobologie. C'est en gros. Ça, c'est une trousse de premier soin bobologie. Ça, c'est un thrombakit. Voilà. C'est ça le bobologie, quoi. Après, en forêt, qui peut le plus, peut le moins, quoi. Bon, ce serait con de se priver d'emporter ça en forêt parce que c'est de la bobologie. Tant que ça rentre dans le thrombakit, bon, après, voilà. Encore une fois, le thrombakit dépend de ce que vous allez faire, d'où vous allez, etc. Ça peut être intéressant d'avoir ça. C'est un petit... c'est la Croix-Rouge qui m'a donné ça. Un petit numéro, là, avec le 114 d'ailleurs dessus. Petit mémo pour les numéros. Ça, c'est un rescue-me. Hop là. Ça permet de couper la ceinture de la voiture et de péter les vitres. Il faut savoir que dans les voitures, notamment les plus récentes, si un gros choc arrive, ça pète la batterie et vous ne pouvez plus ouvrir la porte. Donc voilà. C'est relatif au bobo. Au bobo parisien. Voilà. Ça peut être intéressant d'avoir aussi. Tac. Quoi d'autre? Si, j'oubliais le plus important quasiment, les gants. Des gants, hein. Prenez toujours des gants.
C'est hyper important. On peut partager beaucoup de choses avec les gens, mais partager une hépatite, c'est moyen. Dès que vous allez intervenir sur quelqu'un qui saigne, protégez-vous avant, d'accord, hein, c'est comme la capote, hein, les gants, hein, prenez des gants, vous pouvez prendre des gants si vous voulez faire avec la copine aussi si vous voulez, hein, c'est votre problème, mais prenez des gants, d'accord, hyper important, d'accord, les gants c'est quasiment le plus important quand vous allez intervenir. Quoi d'autre qu'on pourrait voir aussi? On peut voir aussi les petits ciseaux, alors les ciseaux type Gesco, ça c'est pour couper les vêtements, hein, d'accord. Couper les vêtements, bon ça c'est un peu accessoire, mais admettons que vous n'avez pas de matériel, bah, vous pouvez très bien aspi venin en rando. Alors l'aspi venin, dans toutes les formations que j'ai fait en secourisme, on m'a toujours dit ne pas l'utiliser. On m'a toujours dit ne pas l'utiliser, ne pas approcher un briquet, ne rien faire, allonger la victime et alerter. Alors pourquoi ne pas aspirer le venin soi-même, ça je comprends très bien. Mais aspi venin, on m'a dit, alors, à vérifier, mais que le venin, si tu veux, quand le serpent va mordre, le venin, le sang part tellement vite dans le circuit que le venin sera déjà propagé. Donc il paraît que les aspi venins, c'est un peu du bullshit. À vérifier. Je sais pas si d'autres personnes ont des retours là-dessus, mais on m'a toujours dit que l'aspi venin, c'était de la connerie. Après, à vérifier. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Il faut savoir que beaucoup de serpents, notamment je crois que c'est je sais plus si c'est les vipères ou les couleuvres, ont des morsures sèches, 9 fois sur 10. C'est-à-dire que quand elles vous mordent, il n'y a pas de venin qui est propagé. Un cooling, c'est mieux. Ouais, j'ai des poches de froid que je n'ai pas montré ici, mais des poches de froid aussi, ouais. On a aussi, voilà, des petits masques de RCP, ça peut être aussi en porte-clés, hein, par exemple. Ça, c'est pour faire du bouche à bouche à la personne. Alors, l'aspi venin va être efficace dans les 10 secondes qui suivent. Ouais, donc ouais, t'as intérêt à être très rapide, quoi. T'as intérêt à être vipère, ouais. Merci Maxime. T'as intérêt à être très rapide. Donc ça, c'est un masque pour faire du bouche à bouche. Donc, clairement, on le verra tout à l'heure, mais dans les premiers secours en période de Covid, apparemment, ils disent de ne pas faire de bouche à bouche tout court. Ils disent, vous oubliez, vous restez sur des compressions thoraciques. Voilà. Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi à voir, c'est un petit mémo. Alors, je sais plus où il est. Je crois qu'il y en a peut-être un ici, moi. Parce que j'ai sorti un peu tout le matos là tout à l'heure. Tac. Il doit pas être bien loin, mais bon, tant pis. C'est un petit mémo où j'ai imprimé tous les gestes de premier secours avec les numéros, que faire, quoi faire, quand faire. Un résumé qu'on peut trouver facilement sur Internet. Piqué sur la bite. Alors, ça, t'as une blague comme ça, les sales blagues de l'écho. T'as un type qui se fait croquer au niveau du pénis, au niveau du sexe, et son collègue appelle les urgences, et les urgences ils font oui, il va falloir sucer la plaie, et son collègue il fait alors ils ont dit quoi sur les urgences? Ils ont dit bah tu vas crever. Oui, fini bouche à bouche. Ouais, de plus en plus ils disent que le bouche à bouche c'est de moins en moins préconisé. Voilà. Moi j'ai fait plusieurs formations et 2 fois sur 3 on m'a dit qu'il fallait pas le faire, 1 fois sur 3 on m'a dit qu'il fallait le faire. Bon. Clairement si je connais la personne je le ferai, si je connais pas, à voir quoi. Voilà. Voilà pour le matériel quoi. Est-ce que vous avez des questions sur le matériel? Sur le matériel à avoir. Donc matériel minimal, bon, ça dépend vraiment de ce que vous allez faire quoi. Évaluer les risques, ni plus ni moins. Si vous allez en forêt, bah, vous avez des risques de vous couper, vous avez des risques de vous brûler, vous avez des risques de vous péter une cheville, des machins, des trucs comme ça. Bah, prévoyez du matériel qui permet de gérer ces problèmes-là quoi. Voilà le principe quoi. Bah, on va passer justement à un petit jeu justement. Dans la rue, admettons vous avez période d'été, vous êtes en jean t-shirt, même en t-shirt short quoi, encore pire quoi, vous êtes en short, t-shirt short et tongs. Qu'est-ce que vous emporteriez comme matériel sur vous? Est-ce que déjà vous en emporteriez? Et qu'est-ce que vous emporteriez comme matériel si vous avez que 2 poches quoi? Qu'est-ce que vous emporteriez comme matériel médical en cas de besoin? Si vous étiez vraiment en tenue minimale quoi, t-shirt, short et tongs quoi. Après le cobra il est mort. Date d'expiration sur certains équipements ORS sous vide. Ouais, t'as des dates d'expiration. Alors, pour certains trucs, à imbiber de kaolin, etc., je pense que c'est peut-être important.
pour un bandage compressif, il y a des expirations, hein, complètement. Hein. Là, par exemple, 2028, bon, on a le temps. Hein. Après, est-ce que vraiment ce sera périmé? Bon, c'est du tissu, alors, je sais pas trop. Sur un burn shield, peut-être, ouais. Sur de la gaz, ouais, de la gaz, c'est de la gaz, quoi. Donc, peut-être que l'emballage sera moins performant, c'est-à-dire qu'il va regonfler un peu. Comme celui-là, là, c'est un pansement qui était très comprimé, et là, on voit que il a fini par être un peu moins comprimé, quoi. Moi, je prends Thomas, c'est plus simple. Une attelle flexible. Ouais, t'en as aussi, ouais. T'as des très bons trucs qui se passent, ouais. Alors, moi, clairement, si je peux rien emporter sur moi, le minimum que je prendrais, c'est simple, c'est une paire de gants. Ouais, c'est une paire de gants et peut-être un masque un masque pour faire du bouche à bouche, quoi. C'est vraiment le minimum que j'emporterais. Si j'ai vraiment pas de place, je prendrais au moins des gants. Au moins des gants, comme ça, moi, je me dis, si quelqu'un saigne, etc., je peux intervenir, faire une compression manuelle. Voilà. Sachant qu'on peut, on verra tout à l'heure, on peut, ouais, système D complètement dans la rue. Ouais, c'est ça, on peut improviser. Hein. D'ailleurs, dans la rue, des fois, vous avez une pharmacie à côté. Hein. Vous prenez votre t-shirt, on le verra tout à l'heure, mais complètement, ouais. Si vous êtes au travail, qu'est-ce que vous emporteriez? Si vous êtes au travail, qu'est-ce que vous emporteriez? Partez au travail, par exemple. Des bons sites internet pour acheter du matériel. Ouais, alors vous avez tout ce qui est matériel de sécurité, hein. Il y a Terang à Paris, qui est très bien. Vous avez tout ce qui est après, zut, j'ai perdu le Vet Sécurité qui est très bien. Il y a certaines entreprises qui font des très bons trauma kits, tout fait d'ailleurs aussi. Hein. Des choses un peu pour le bivouac, par exemple, des sites un peu de... Ah, j'aime pas trop le mot survie, mais ouais, un peu survivaliste qui vendent ça. Ou alors simplement c'est par Amazon. Ça vient d'Israël. La plupart des trucs comme ça, la dernière fois que j'ai commandé, j'ai vu une enveloppe marquée Israël et j'ai reçu tout, quasiment tout en même temps. Quoi. Rien du tout, ça va être la formation d'entreprise. Ouais, complètement ouais. Au travail, alors moi au travail j'aurai toujours mon propre matériel, enfin mes petits trucs sur moi que j'ai toujours sur moi, on le verra tout à l'heure, mais parce que je les oublie techniquement. Hein. Mais au travail, oui, vous avez tout ce qui est SST, vous avez les SST et le travail ils sont censés être équipés. Complètement, ouais. Complètement. Qu'est-ce que vous prendrez si, dans votre voiture, par exemple, on va accélérer un petit peu, mais ma copine infirmière, complètement, ouais. Elle suce la plaie ou pas en cas de problème? En aspivonnant. Donc ouais, moi pareil, comment dire, en voiture, donc en voiture, je vous ai dit, moi j'ai mon trauma kit, c'est plus dans une optique, admettons, je circule en voiture et là je vois une personne pas loin qui s'est blessée, bon c'est quand même très rare, mais ou alors accident de voiture. Accident de voiture, quelqu'un a un accident de voiture, moi je suis le premier à intervenir, j'appelle les pompiers, etc., j'appelle les secours, voilà, je peux très bien avoir ce qu'il faut. Donc moi j'ai mon trauma kit, là-dedans j'ai de quoi gérer principalement ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, hémorragie, donc j'ai un garrot, j'ai pas mal de gaz, j'ai des gants évidemment, j'ai une couverture de survie, voilà, j'ai ce genre de choses. Un truc assez basique. J'ai des gants, j'ai encore des compresses en plus. Voilà, c'est du gros basique, quoi. Par exemple, si vous allez en forêt, c'est pareil. Si vous allez en forêt, je vous le redis encore une fois, mais si vous allez en forêt, ça pourrait être bien de prendre des petites choses comme ça, quoi. Compresse hémostatique, si c'est compliqué pour les pompiers d'intervenir directement, enfin les secours pour aller directement, ça peut être pas mal. Peut être pas mal d'avoir un petit garrot, on sait jamais ce qui peut arriver, bon c'est vraiment extrême mais on sait jamais, ça peut se faire en compressif, et voilà, de la gaz, du burn shield, si vous brûlez avec le feu, ce genre de choses quoi. D'accord, encore une fois évaluer les risques quoi. Voilà, vous avez compris le principe quoi. Après on arrive sur la partie improvisée, alors improviser complètement ouais. Là je vais vous faire jouer un petit peu mais, admettons, vous êtes en train de faire vos courses avec vos date et heure sur la pose du garrot. Ouais, complètement, ouais. Complètement, ouais. Bon, date, j'ose espérer que ce soit la date du jour, sinon c'est quand même problématique. Mais ouais, complètement, ouais. Faut mettre. Moi, j'ai souvent un marqueur dans mes trauma kits. Hein. Il est pas là, mais j'ai un marqueur. Bon, après, si ça saigne à fond, prenez le sang, hein, c'est pas compliqué. Mais oui, complètement, ouais. À votre avis, vous avez quelqu'un qui saigne dans la rue, et vous n'avez pas de gants, par exemple, et par contre, voilà, vous êtes avec vos sacs de course, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez à défaut d'avoir des gants? Bon, la question et la réponse est dans la question. Hein. Antonin, c'est une plaie. Et oui, c'est pour ça que sa copine elle est infirmière. Elle traite la plaie directement. Qu'est-ce que vous prendriez pour vous protéger du sang? C'est ça ma question. Quelqu'un saigne devant vous, vous connaissez pas la personne. Qu'est-ce que vous utiliseriez pour vous protéger du sang?
Oui, exactement, des trucs de sac plastique, complètement, ouais. Un sac plastique, ça peut très bien être utilisé pour comprimer. Un linge propre, ouais, complètement aussi, ouais. Par exemple, votre t-shirt, il pleut, vous avez un imperméable, bah, tant mieux, hein. Vous avez un sac congélation, bah, on met sa main dedans et puis on vient comprimer, hein. Le screenshot du téléphone pour l'heure, comme disaient les pros. Ouais, complètement, ouais, tu fais un screenshot de ton téléphone pour te rappeler de l'heure, ouais. Après ça, faut que tu restes avec la victime, ouais, complètement. T-shirt, capote comme gant. Oui, c'est clair, oui, je n'avais pas pensé, mais ouais. C'était une capote complètement, ouais. Sac plastique, ouais, complètement, ouais, exactement, ouais. Ok. Si jamais, admettons, vous sortez d'un entretien d'embauche, vous êtes habillé comme un pingouin, vous avez costard cravate, le petit stylo dans la poche, le costard, la cravate, et là, quelqu'un se blesse grièvement, et je sais pas trop comment, mais se blesse grièvement et a besoin d'un garrot. Comment vous faites un garrot si vous n'avez pas pensé à prendre votre petit soie de thé dans la poche, et ni évidemment ça, bon ça tient durement dans la poche, mais dans votre poche de votre blouson, vous n'avez pas ça par exemple. Comment vous faites, ouais, ou linge, ouais. Comment vous faites pour faire un garrot? Je répète, vous êtes sorti d'entretien d'embauche. On n'a plus trop de sacs plastiques en 2020. C'est clair. C'est clair, faut en reprendre pour le bien de tous. Le bien de tous. Cravate et stylo. Cravate en tant que garrot. Ouais, complètement. Ouais. Vous pouvez faire un garrot avec une cravate, ou même un pansement compressif, ça c'est encore autre chose, mais vous pouvez faire un garrot avec une cravate, ouais. Et le stylo va permettre, alors il faut un stylo dur quand même, hein. Il faut permettre de faire une barre de pression. On reprend le principe du tourniquet, hein. Vous serrez comme un mort, et après vous tournez avec le stylo. Alors souvent les gens disent oui, combien de tours combien faut faire de tours avec le garrot? Il n'y a pas de tour à faire, vous tournez tant que ça saigne. C'est pas tant au moment où il a mal j'arrête, au moment où je fais 10 tours j'arrête, c'est vous tournez tant que ça saigne quoi. Voilà. Propre si possible. Bon, la cravate elle est propre normalement, mais ouais, prenez pas votre linge sale pour faire un compressif quand même. Emballage plastique complètement, ouais. Et comment couvrir la victime? Bon, ça c'est logique, hein. Prenez votre veste et pensez à l'isoler du sol. Une veste par-dessus c'est bien, mais une veste par en dessous c'est mieux. Et encore mieux si vous pouvez couvrir la victime complètement. Voilà. Bon, pas grand chose de plus, hein. On arrive sur la fin du live. On a dépassé un petit peu là, mais bon. On arrive sur la fin du live. Pour aller plus loin, vous avez des applications mobiles, donc applications de téléphone qui existent, qui sont très bien. Il y a Staying Alive. Donc Staying Alive, je vais l'écrire. Ça ressemble à ça. Staying Alive. Ça c'est la première qui fonctionne avec les pompiers et sauve life. Oups, je suis en train de taguer quelqu'un, moi ça y est. Sauve life. Non, je ne veux pas taguer quelqu'un. Ah, c'est dingue. Bon, il y a un E à la fin. Sauve life. Ça, c'est deux applications mobiles qui permettent de vous géolocaliser et qui permettent de géolocaliser vous indiquer les différents DAE, donc défibrillateurs automatisés externes, les défibrillateurs, hein, qui sont le plus proches de vous. D'accord. Et accessoirement parlant, si vous avez activé la géolocalisation et Internet, ça permet aussi que les services de secours vous envoient un message, si vous êtes formé au massage cardiaque, ils vous envoient un message pour que vous puissiez intervenir sur une personne qui fait un malaise cardiaque à proximité. Donc voilà, application d'utilité publique. Donc ça prend pas de place, vous l'avez sur votre téléphone, vous l'oubliez. Très bien. Quoi d'autre? Contact ICE aussi. ICE, ça veut dire In Case of Emergency. Pensez dans votre téléphone à nommer un contact ICE, ICE, ou le surnommer si vous préférez. Ça veut dire qu'en cas de problème, les gens savent à qui appeler. Sachant qu'aussi sur un téléphone que vous le débloquez, voilà. Si vous n'avez pas le code de la personne, vous pouvez très bien appuyer sur appel d'urgence, et là vous pouvez, vous pouvez très bien composer voilà, les numéros d'urgence. Le téléphone aussi vous géolocalise, et vous pouvez cliquer notamment sur information en cas d'urgence. Tac. Voilà. Et là, vous pouvez mettre quelques informations. Là, par exemple, j'ai mon groupe sanguin, mes allergies, donc aucune allergie, aucun médicament, etc. Et contact en cas d'urgence. Si j'y arrive, voilà, vous appuyez dessus. Et là, on voit qui appeler en cas d'urgence. D'accord? Donc ça, pour ça, paramétrer votre téléphone, ça peut être intéressant. Bon, voilà, c'est des petits bonus, mais voilà. Ok, on arrive sur la fin maintenant. Donc, comment en apprendre plus? Donc déjà,
Allez vous former si c'est pas fait. Si vous êtes formé, reformez-vous, recyclez-vous. Si c'est fait, vous êtes formé, recyclé, investissez dans un minimum de matériel. Ne soyez pas parano, hein, évaluez bien le risque. Prenez un minimum de matériel. Moi, ce que je fais, c'est je vous conseille, après vous ce que vous voulez, mais prenez un minimum de matériel chez vous, dans votre voiture, que vous laissez tout le temps dans votre voiture, que vous laissez tout le temps chez vous. Quand vous partez en rando, prenez du matériel. Et prenez du matériel toujours sur vous. Moi, dans ma veste, là, ma veste, c'est simple, j'ai voilà, j'ai ça, et une paire de gants. Les gants, ils sont pas là, ils sont rangés, mais dans ma veste, j'ai ça. J'ai mon garrot SWAT-T, j'ai une bande de gaz, donc il peut faire garrot, les deux ensemble, bandage compressif, des gants, hein, pour éviter les contacts avec le sang, et un masque pour faire du bouche à bouche. Voilà ce que j'ai. Ça, c'est toujours sur moi, tout le temps, dans mes poches. Je l'oublie complètement. C'est toujours sur moi, d'accord, en EDC, en Everyday Carry. J'ai toujours ça sur moi depuis pas mal de temps et je l'oublie, quoi. Voilà. Donc pour en savoir plus, vous avez des trucs qui sont très très bien. Premier bouquin que je vous conseille, c'est celui-ci. Premier secours, donc c'est le résumé du PSC1. Très très bien fait, il vaut à peine 5,15 €, d'accord. Avec, c'est hyper bien illustré, il y a tout qui est très bien fait. À la fin, vous avez un gros questionnaire pour vérifier que vous allez bien, vous êtes encore à jour, donc de temps en temps, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 3 mois, faites le questionnaire, voir si vous êtes à jour. En cas de Covid, bon pour l'instant, premier secours Covid, hein, il est livré avec ça. Vous avez, et que j'adore moi, ce format, voilà, secourir en zone hostile, c'est super bien. Il vaut celui-là 27 €, donc de Joël Schwarmans. J'ai eu la chance de faire un stage avec lui, voilà, c'est super intéressant. C'est beaucoup plus typé secourisme type zone dégradée, donc vraiment des gros bobos, attentats terroristes ou machin, mais voilà, ça permet de bien voir un petit peu avec les garrots, les machins, voilà. Une grosse partie du live est tirée de ce bouquin-là quand même. Hein. Voilà. Et enfin, le Damage Control, d'accord. Celui-ci de Eric Lagwens et Gaël de Baudra. Il vaut 13 €, ouais, 12,90 €. C'est pareil, ça c'est plus un truc typé terroriste. Hein. Là c'est vraiment typé attentat, avec toutes les petites fiches mémo, etc. D'accord. À savoir que ce bouquin-là va sortir également en petit format, comme ça, d'accord. On peut garder dans une voiture ou autre, mais bon. Moi, je vous conseille en tous les cas d'avoir un petit mémo en papier dans votre trauma kit, ou même sur vous, comme ça, et en cas de panique, vous n'oubliez rien. Quoi. Vous n'oubliez rien. Avec le protocole marche, par exemple, etc. Voilà, des bouquins. Donc, mot de la fin, formez-vous, reformez-vous, recyclez-vous, ayez toujours du matériel à disposition, ou pas loin. N'utilisez que du matériel que vous connaissez, que vous avez drillé régulièrement, que vous continuez à driller régulièrement. Restez vigilants, mais pas parano. Hein, ça sert à rien d'avoir 36 matériels de guerre, des compressifs israéliens partout, ou vous trimballez avec un compressif israélien dans la poche. C'est encombrant et c'est un peu dommage. Bon, après, faites ce que vous voulez. Hein. Donc attention aux tactical. Abonnez-vous à la chaîne Krav Maga Traveling, je l'ai marqué parce que je l'oublie à chaque fois. Abonnez-vous au YouTube à Krav Maga Traveling, à l'Instagram Krav Maga Traveling, au Facebook Krav Maga Traveling. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, si vous avez des questions suite au live, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, ça me fera super plaisir. Voilà. Je suis très content. Moi, clairement, si vous avez apprécié ce live, c'est formidable. Je suis super content. Mon but, c'est simplement que voilà, les gens se forment au secourisme et voilà, soient vigilants. Je le répète, je suis pas du tout formateur, donc ne prenez pas tout ce que j'ai dit pour argent comptant. J'espère pas avoir dit trop de conneries, mais je pense qu'il y a des secouristes plus aguerris que moi dans le chat, et notamment des pompiers, donc je suis content que vous soyez là, les gars. Merci encore. Je vous souhaite vraiment bon courage durant cette période difficile, aussi bien pour les attentats que pour le Covid. Donc prenez soin de vous, faites gaffe à vous. Soyez vigilants mais pas parano. On se revoit bientôt les gars, on se revoit bientôt. Prochaine vidéo Krav Maga Traveling avec Brice du club AK44 SD avant confinement. On a filmé ça avant le confinement avec un bon petit bonus à la fin, ça va vous faire rire. Qui sort la semaine prochaine, donc dimanche prochain, nouvelle vidéo Krav Maga Traveling. Et enfin, avant de partir dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, un live dimanche prochain ou dimanche suivant sur les EDC, les Everyday Carries, ça veut dire tous les objets que je porte sur moi au quotidien, donc objets qui vont aussi bien du secourisme que la sécurité personnelle, donc self-défense, donc mes outils
qu'on peut utiliser pour se défendre, que j'avais vu dans le live précédent. Donc secourisme, self-défense, outils après de sécurité personnelle, de vigilance, de santé, etc., etc., etc. Bref, tous les outils que j'emporte avec moi au quotidien, petites choses et petits fonds de poche. Dites-moi si ça vous intéresse, ce sera un live assez court, je pense, une quarantaine de minutes, 50 minutes, mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse un live sur les EDC. Si ça vous intéresse, écoutez, dimanche prochain, je vous fais ça, ou si ça vous arrange, dimanche suivant. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir participé au live, ça m'a fait super plaisir de reprendre un peu les réseaux, notamment le live, et voilà. Faites gaffe au couteau, hein, si vous êtes intéressé pour forger un couteau, c'est dans mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à aller les voir, et je vous souhaite un bon 1er novembre à tous et à vos proches, voilà. J'attends un peu pour ça si vous avez des questions, sinon je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Des œufs d'essai. Je vais le garder ça, des œufs d'essai. Ouais, c'est pour Pâques, ça c'est prochainement. Je ferai un live Pâques, des œufs d'essai. Ok pour les œufs d'essai, ok pour les œufs d'essai. Oui, je suis intéressé, super. Je ferai un petit sondage sur Instagram ce soir sur les œufs d'essai. N'hésitez pas à bombarder de oui, comme ça on poste ça sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas faire de publicité directement sur les réseaux de la FEKM parce que c'est pas du Krav Maga précis. Enfin, c'est en lien avec le Krav Maga, c'est en lien avec la self, mais comme c'est pas que du Krav Maga, c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop en ce moment sur le réseau de la FEKM. Vous me verrez semaine prochaine pour la vidéo, sinon voilà. Bonne soirée à tous, j'attends pour voir s'il y a des petites questions. Là je regarde, merci à vous, hein, ça me fait super plaisir. J'espère que vous aurez appris des choses, mais en tout cas j'ai appris beaucoup de choses avec vous ce soir, donc c'est super bien. N'oubliez pas de vous remettre en question à chaque fois, hein, si on croit tout savoir, on n'apprend plus rien et on devient con. Donc bon, j'essaie d'éviter. Merci à vous. Restez aware, exactement, ouais, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la vigilance, restez aware comme Jean-Claude Van Damme. Votre vigilance, c'est le premier outil de self-défense, hein. Ça sert à rien de faire du Krav Maga si vous n'êtes pas conscient de votre environnement. Si vous êtes avec la tête sur le téléphone, les écouteurs dans les oreilles, vous pouvez être 5e d'Arga, ce que vous voulez, vous ne verrez jamais l'agresseur venir. Donc voilà, votre premier outil, c'est votre vigilance, et ça on ne le répétera jamais assez. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai fait sur YouTube, donc la chaîne YouTube Krav Maga Traveling. Le live sera posté prochainement sur la chaîne Krav Maga Traveling. Voilà, n'hésitez pas, et je vous posterai dans le live, dans la discussion du live, je vous posterai mes différents trauma kits avec le matériel que j'ai dans mes différents trauma kits. Comme ça, si vous voulez reproduire un de mes trauma kits, n'hésitez pas à pomper dessus. Moi, j'ai fait pareil avec des collègues. N'hésitez pas à pomper dessus. Et n'oubliez pas, adaptez votre trauma kit à vous. Parce que c'est un outil personnel. D'accord? Et toujours perfectible. Toujours perfectible. Voilà. Pas de questions? Bon, bah super. Super. C'est que le sujet a été logiquement clair. Bon, allez. Salut les amis, j'attends encore 10 secondes. Et je vais aller me prendre un petit kawa. Bon dimanche à tous. Tac, c'est bon. Allez, salut. C'était Tom pour Krav Maga Traveling. Ciao.